Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce journal sommaire. La mise en circulation du BRT va démarrer demain mercredi, très attendu par les populations qui vont bénéficier de tarifs sociaux compris entre 400 et 500 francs de Petersen à Guédiawaye. Les plus vulnérables vont payer entre 200 et 250 francs. Le Sénégal va bientôt commencer la production d'urée à partir du gaz qui sera exploité sous peu de temps. L'usine sera bientôt mise en place. Petrosen Trading Services et ses partenaires britanniques sont à pied d'œuvre. La société sénégalaise a d'ailleurs fini ses études. La mairie de Ziguinchor a entrepris des travaux de réhabilitation socio-économique, voiries urbaines, marchés, salles de classe et structures sanitaires. Elle a bénéficié d'une enveloppe d'1 milliard du PACASEN. Bientôt, la mise en place d'une usine de production d'urée à partir du gaz découvert au Sénégal. Des études confirment sa compétitivité par rapport aux autres exportateurs mondiaux d'urée. 17 millions de tonnes de CO2 pourraient ainsi être captées au cours de ces 30 ans d'exploitation de l'usine. Avec le soutien et l'expertise du consortium Manufacturing Africa du gouvernement du Royaume-Uni, Petrosen Trading Services a réalisé les études. Salou Seck. Partie des phases cruciales dans le cadre de la réalisation de l'usine d'urée au Sénégal. La première étude permet d'avoir une idée du marché. On a des gros pays tels que le Brésil, tels que les États-Unis, qui sont demandeurs de ce type d'engrais. Et donc la position géographique du Sénégal, le fait qu'on ait notre propre gaz, tout ça devrait nous permettre de bien nous positionner et de pouvoir donc pénétrer ces marchés avec une certaine, si on ne va pas parler de facilité, mais en tout cas avec des arguments solides qui nous permettront de bien nous positionner. À cette étude vient s'ajouter celle relative au potentiel de captage du carbone de la future usine de production d'engrais azotés. Le projet va émettre 17 millions de tonnes de CO2, ce qui représente 5% des émissions du Sénégal pendant 30 ans. Et nous voulons capter ces 17 millions de tonnes afin que le Sénégal puisse respecter ses engagements de l'accord de Paris, à savoir limiter ses émissions de CO2. Et ce qui va permettre également au projet de pouvoir exporter une urée décarbonée et se prémunir des mécanismes de taxation carbone, comme on le voit actuellement en Europe avec le CBAM européen. Petrosen Trading et Services a réalisé ces études avec le soutien du gouvernement du Royaume-Uni. C'est un plaisir d'avoir pu être partenaire de ce projet à travers notre programme Manufacturing Africa, qui appuie l'industrialisation au Sénégal. Et nous sommes très satisfaits du travail et des conclusions de ces deux études qui montrent que vraiment ce projet a beaucoup d'avenir et nous espérons le voir concrétisé bientôt et de continuer à être partenaire dans cette lignée. Aujourd'hui, l'urée qu'on a au Sénégal est importée et que l'État doit bien sûr subventionner, on parle de 70 à 100 000 tonnes par an, et que l'État du Sénégal est obligé de subventionner cet engrais afin de le rendre accessible à nos cultivateurs. Donc en ayant ce gaz, on a la possibilité de faire cette urée-là, de ne plus avoir à importer, mais au contraire de pouvoir exporter cette urée. Ce projet confirme donc l'ambition de notre pays de se doter d'une industrie moderne, un joyau qui devrait redresser sa balance commerciale. Comment améliorer les pratiques professionnelles des acteurs des systèmes éducatifs pour soutenir les pays à mener une transformation positive des enseignements et des apprentissages? La question était au centre des échanges au cours d'un atelier régional de partage d'expériences ouvert à Dakar dans le cadre du programme d'appui au pilotage de la qualité de l'éducation par l'UNESCO. Massamba Thian. Quelle stratégie pour le renforcement du pilotage de la qualité de l'éducation? C'est tout le sens de cet atelier régional de partage d'expériences d'une quinzaine de pays de l'Afrique subsaharienne. Cette rencontre initiée par l'Institut international de la planification de l'UNESCO, IIPE, en partenariat avec l'Agence française de développement, vise à présenter les résultats des différents pays ciblés par le programme et dessiner les perspectives en termes d'accompagnement. 3 questions fondamentales ont alors émergé, posant les bases de notre action commune. Premièrement, avons-nous réellement saisi les causes profondes qui freinent la qualité de l'éducation, malgré les successions de réformes? Deuxièmement, quels éléments ont entravé les stratégies et les programmes antérieurs visant à améliorer cette qualité? Et enfin,
Comment pouvons-nous mieux accompagner nos pays pour des résultats plus tangibles et plus durables dans le domaine de la qualité de l'éducation? Autant d'interrogations dont la réponse semble nuancée au regard des résultats obtenus ces 10 dernières années dans la recherche de qualité dans l'éducation. En Afrique, après au moins 6 années de scolarité primaire, environ 60% des élèves présentent des compétences insuffisantes en calcul. Ce chiffre s'élève à peu près 50% en ce qui concerne les compétences en lecture. Dans les recommandations, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a invité les participants à saisir l'opportunité pour réfléchir sur une approche novatrice afin de soutenir les pays dans la perspective d'une transformation de l'éducation. Cette qualité-là doit être mesurée, pas à l'aune du nombre de bâtiments construits, pas à l'aune du nombre de tables de bancs réalisées, mais à l'aune de ce que nous voulons produire comme citoyens. Comme jeunes Africains, comme jeunes Sénégalais, jeunes Togolais, c'est comme ça qu'on doit mesurer la performance de notre système éducatif. Durant 3 jours, les participants à cette rencontre vont présenter le programme et l'état de sa mise en œuvre, discuter des réalisations et des effets du programme dans les pays bénéficiaires et dessiner les perspectives en termes d'appui au pays pour une meilleure gestion des apprentissages. Kaolack évalue les résultats du programme de formation école-entreprise sur les 4000 jeunes formés dans 10 régions du Sénégal. 500 ont reçu leur certification. Pour la prochaine cohorte, 105 jeunes de la région pourront bénéficier de cette même opportunité. Claire Diop. Le bilan des formations professionnelles école-entreprise selon les modalités duales ici à Kaolack de 2020 à 2024 présenté au grand public. L'option est claire, mais aussi l'évolution. Sur les 290 jeunes enrôlés, 38 sont déjà certifiés. Une nouvelle cohorte de 105 ont démarré leur certification. L'accompagnement ira jusqu'à leur insertion dans le monde du travail parce que déjà opérationnelle. Une initiative heureuse pour les nombreux jeunes en quête d'un emploi décent. Pour cette formation, on est bien satisfait car le PF2E nous a accompagnés dans des entreprises comme le TPA, les cuisines, froid et climatisation. La formation étant une compétence transférée dans la commune, des stratégies sont déroulées pour créer les conditions de fonctionnalité du projet. Nous avons eu à travailler avec la GIZ dans ce sens-là, avec d'autres acteurs, des directeurs d'école formation professionnelle et des chefs d'entreprise. Nous tendons une oreille très attentive à tout ce qui sera retenu aussi comme perspective pour le bon déroulement de la formation professionnelle au niveau de la commune de Kaolack. 80% du temps en entreprise et seulement 20% pour les cours théoriques. C'est le format proposé dans une perspective d'un meilleur déploiement. Aujourd'hui, on est là pour capitaliser tout ce qu'on a fait. C'est l'objectif de ce forum de capitalisation, peut-être qui va nous permettre de tirer les bonnes leçons et aussi de noter les difficultés pour les corriger et aussi de prendre aussi les recommandations des acteurs qui nous accompagnent pour pouvoir aller de l'avant. Le programme est déroulé au niveau national. Plusieurs régions sont concernées. Le programme est sur 10 régions parmi les 14 du pays. Donc, depuis le début, on a enrôlé plus de 4000 jeunes et que ces jeunes-là, parmi ces jeunes-là, 500 ont été déjà certifiés. Aujourd'hui, on a démarré la certification de 404 jeunes. Le programme PF2E a 3 organes déterminants, le conseil d'orientation, le comité technique de suivi et l'unité de coordination. Son redéploiement suit son cours. Initié depuis 2018, il ambitionne de prendre en charge la question de l'employabilité des jeunes pour leur insertion dans le tissu socio-économique du pays. 6 établissements du Sénégal bénéficient du programme Québec francophonie en formation technique financé à plus de 2 milliards de francs CFA par la délégation québécoise. Ce programme offre des formations techniques reconnues à l'étranger et dispensées dans les centres de formation sénégalais. Le compte-rendu est signé Anaïs Nyanyamane. 6 établissements techniques sénégalais vont désormais disposer de nouvelles formations reconnues à l'étranger. Ce programme Québec francophonie en formation technique propose une double diplomation permettant aux étudiants
de recevoir une certification locale. Le Québec a une expertise en formation technique et professionnelle et il y a un besoin énorme en Afrique, dans les pays francophones, surtout au Sénégal, qui est le siège de la délégation générale, pour trouver des avenues, des perspectives intéressantes aux jeunes filles, aux jeunes garçons, en les formant dans des métiers techniques. Parce que pour qu'on industrialise un pays, ça prend la technicité, ça prend l'expertise technique. Ce programme Québec Francophonie regroupe 14 projets financés à plus de 4 milliards de francs CFA. Dans ce lot, 6 projets sont validés pour le Sénégal. On parle d'un budget de 10 millions de dollars sur 3 ans et 2 millions de dollars qui vont être dépensés au Sénégal. Donc la moitié, 2 milliards de francs CFA du projet vont être dépensés au Sénégal. Donc ce qui est très très intéressant. Ensemble, donc, nous avons contribué au renforcement et à l'innovation des formations techniques et professionnelles, en particulier en soutenant l'intégration de l'approche par compétences, selon l'École québécoise. Cet état d'esprit est l'essence même de la façon dont nous entreprendrons ces projets aujourd'hui annoncés dans des domaines très variés, la gestion des eaux, le génie mécanique, l'électronique industrielle, pour la maintenance donc d'éoliennes pour la petite enfance. La Fédération des cégeps est fière de coordonner ce nouveau programme qui s'inscrit vraiment dans cet esprit de respect et d'innovation et de bénéfices mutuels. Cet appui du cégep québécois dans le secteur de la formation technique est bien accueilli par le ministère en charge de la formation professionnelle. Le programme Québec Francophonie prévoit d'accompagner la mise à niveau des dispositifs de formation des 6 établissements concernés, entre autres le lycée Seydina Limamou Laye, le CNQP, Centre national de qualification professionnelle, le lycée technique industriel et minier de Kédougou, le centre de formation professionnelle et technique, CFPT Sénégal-Japon, le centre des métiers des bébés, mais naturellement avec le soutien du 3FPT. Les projets soutenus au Sénégal par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec Francophonie durent 3 ans. La délocalisation de la formation technique va offrir de nouvelles opportunités aux jeunes Sénégalais. Autre aspect de l'actualité avec la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Le gouverneur fait le point sur les engagements pris par les différents services pour les dispositions nécessaires afin de réussir l'événement religieux prévu du 18 au 20 mai. Le ministre de l'Intérieur a présidé un CRD d'Amsila. Cette réunion nationale préparatoire de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine a permis aux services de l'État et au comité d'organisation d'échanger sur les dispositifs à prendre. L'ensemble des besoins exprimés pouvant faciliter une bonne organisation de l'événement ont eu des réponses favorables. La première recommandation s'adresse aux représentants des différentes structures de l'État impliquées dans l'organisation du pèlerinage. Il faut veiller au respect strict vraiment des engagements qui ont été pris ici. Deuxièmement, au gouverneur de Thiès, Monsieur le gouverneur, je vous demande d'assurer le suivi des décisions arrêtées à l'occasion de cette réunion nationale. Enfin, au secrétaire général, en rapport avec le directeur général de l'administration territoriale, il faudra assurer le suivi quotidien de la mise en œuvre des décisions arrêtées au niveau central et territorial, de m'en rendre compte régulièrement en mettant l'accent sur les difficultés éventuelles, et ce jusqu'à la fin de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Satisfait des mesures prises par les services de l'État, le comité d'organisation invite les différentes parties à investir le terrain et à respecter les engagements pris pour la réussite de l'événement. Un pèlerinage nécessite des sacrifices puisque la vie de foi est un cheminement. Et ce cheminement, comme Popenguine, est quelquefois difficile avec des routes rocailleuses, surtout pour les marcheurs. Mais j'espère que tout ira pour le mieux et je pense qu'au sortir de cette réunion, nous sommes vraiment satisfaits de la réalisation, au moins à 99,9% de tous les engagements tenus par les services décentralisés. La 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine se tient du 18 au 20 mai prochain. Avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Et le thème retenu cette année.
Nous allons à Khouribga avec son festival. Un programme a été établi pour une projection quotidienne des films en compétition, fiction ou documentaire. Une belle manière pour permettre au public de découvrir ses productions, mais également les messages. Ndeye Koumba Ndiaye, envoyé spécial au Maroc. Je suis Yenenga, princesse de Kambaga. Je suis Yenenga. Je suis une couronne de ronces, gare à la tête qui voudra me porter. Je suis Yenenga. Le festival de Khouribga bat son plein. Le public est venu découvrir les films sélectionnés. Des productions qui véhiculent chacune à leur manière un message. Le Galop, qui est mon 3e long métrage, filme les coulisses du FESFACO et à travers la compétition des réalisateurs. Donc c'est ce moment délicat que vivent les réalisateurs au cours de leur carrière que j'ai voulu mettre la lumière dessus. C'est vraiment un coup de chance parce que quand j'ai choisi mes protagonistes, à la base je ne les connaissais même pas. C'était au pif et puis voilà la grande surprise, l'étalon d'or a été remporté par Moumouni Sanou du Burkina Faso, et ce qui donne un coup de pouce au film. Le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est vrai que la compétition, c'est quelque chose de très difficile, qui est difficilement accepté par tout le monde. Et je pense que le grand message dans tous les festivals, c'est qu'on fait surtout des films pour que les films soient vus, parce qu'ils méritent d'exister. Et pour moi, il n'y a pas de compétition à avoir. Stéphane Boy en est à sa première participation au festival. Son court-métrage, Bakou, met en lumière les difficultés auxquelles font face les jeunes ayant grandi en banlieue française. Bakou parle de l'histoire d'un jeune franco-sénégalais qui vit seul avec sa maman. Et sa maman est gravement malade. Et donc pour lui offrir un dernier voyage au Sénégal, il décide de faire une activité légale, un combat clandestin. En fait, cette histoire, je l'ai écrite il y a 3 ans et ça part d'un sentiment un peu de colère que je pouvais ressentir quand je pense à ma situation, à la situation aussi de personnes que je connais, que je côtoie. Et on ressentait comme une forme d'isolation. Et donc le film aussi veut raconter et veut dire qu'il ne faut pas céder à la violence pour s'en sortir et qu'il y a d'autres moyens aussi pour avancer. Pendant une semaine, une pléiade de professionnels du cinéma présents à Khouribga vont offrir un large panel de genres cinématographiques. Des conférences et panels sont aussi organisés afin de débattre des problématiques liées au cinéma africain et de réfléchir à son évolution. Voilà, merci beaucoup Ndeye Koumba Ndiaye. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Je vous l'avais dit, la mise en circulation du BRT Bus Rapide Transit est prévue demain. Mercredi 15 mai, les tarifs sont compris entre 400 francs et 500 francs entre Petersen et Guédiawaye. Mais il y aura également une autre tarification spéciale, celle-ci destinée aux couches vulnérables. Et ce sera entre 250 francs, 200 et 250 francs. Un accent particulier va être mis sur la sécurité du corridor. La rédaction du journal télévisé de la RTS a suivi le processus au début, le lancement du BRT, sa réception et sa mise en circulation. Nous n'avons laissé aucune chose en rade. Ahmadou Diallo revient sur cela. Au terme de la réunion, nous avons pu constater que, effectivement, le BRT peut commencer à rouler. C'est désormais officiel, le BRT va être mis en circulation. C'est ce qui ressort de cette réunion avec le gouverneur de Dakar, en compagnie du directeur général du CETUD et des acteurs territoriaux. Les échanges ont porté sur la situation actuelle de l'ouvrage ainsi que les résultats des tests pour pouvoir démarrer l'exploitation. Et véritablement que l'exploitation commerciale puisse évidemment démarrer. Au niveau de quelques gares, parce que malheureusement, il y a des stations qui ne sont pas encore opérationnelles. Nous avons également pu nous accorder sur les dispositions d'ordre sécuritaire. Le corridor du BRT va ainsi être sécurisé 24 heures sur 24, avec une présence effective de la compagnie de la circulation, de la police nationale et des sapeurs-pompiers pour prévenir les incidents et anticiper les interventions. L'accent va être également mis sur la sensibilisation. Nous avons retenu toujours en relation avec le CETUD, l'Ageroute et Dakar Mobilité que
toutes les dispositions soient prises pour communiquer sur l'ouvrage, pour intensifier la sensibilisation et pour faire en sorte que les bonnes pratiques soient adoptées par les populations, les piétons, mais également les automobilistes. BRT de Dakar est le premier au monde 100% un tarif social suivant des modalités qui sont définies par l'État du Sénégal. 16% des usagers pourront profiter de ce tarif social qui sera la moitié en fait tarifaire, ça veut dire 200 francs. Les bus vont rouler entre 6h et 21h. Le BRT va générer 1000 emplois directs et déjà 700 Sénégalais y sont recrutés. Sur les 23 stations, 14 sont fonctionnelles pour le démarrage prévu ce mercredi 15 mai 2024. Voilà, et toujours en perspective donc de ce lancement prévu demain mercredi 15 mai, près de 150 bus vont assurer la desserte. Mais que dire des propriétés et des caractéristiques du bus rapide transit? Nous suivons là quelques éléments de réponse dans ce reportage de Philomène Constance Diagne. Il se présente comme patriote avec son branding dressé aux couleurs nationales. Le bus rapide transit dispose de beaucoup d'avantages qui vont profiter aux voyageurs à bord. Il fait 18 mètres de long et il peut embarquer 150 passagers. Sur ces 150 passagers, 50 pourront bénéficier de places assises. Il est également prévu dans le bus des places pour les personnes à mobilité réduite et il existe également des places réservées pour les personnes âgées. Donc le bus présente ou offre un certain nombre de services aux usagers. Par exemple, les places assises sont équipées de prises USB qui permettront aux clients de pouvoir recharger leurs appareils portables. Également, le bus dispose d'un Wi-Fi offline qui permettront aux clients de pouvoir se connecter et de bénéficier de certaines informations qui sont diffusées à travers ce réseau. Par ailleurs, il faut signaler que les bus sont climatisés. Et ce qu'il faut également dire, c'est qu'ils sont équipés de caméras de vidéosurveillance. Il y a 4 caméras de vidéosurveillance qui permettent vraiment d'avoir un visuel sur l'intégralité du bus. Et il présente la particularité d'avoir un plancher haut, donc qui est à 90 cm, qui permet en fait de pouvoir embarquer ou débarquer directement au niveau des quais. La mobilité urbaine à Dakar et dans sa banlieue va nettement s'améliorer avec ces vedettes du projet BRT devenu réalité. Près de 300 000 personnes seront transportées par jour, d'où le besoin d'assurer le maximum de sécurité dans les bus et tout au long du tracé. Les bus, comme vous les voyez, ils sont équipés en fait d'issues de secours. Déjà, sur la partie latérale droite, vous avez 2 portes de secours qui sont prévues. Et vous verrez qu'il y a 15 parois latérales en cas de problème. Il suffit juste d'utiliser les marteaux brise-vitres qui sont positionnés à proximité de ces parois et pour pouvoir évacuer le bus. Également, en cas de renversement du bus, il existe sur le plancher 5 issues de secours qui permettent également d'évacuer le bus. Ce qu'il faut également dire, c'est que le bus est équipé d'un extincteur à l'intérieur et par ailleurs, au niveau des packs de batterie qui sont sur le plancher et sous le châssis du bus, il existe un système qui permet de détecter toute hausse anormale de température et en cas de détection de ce type de problématique, il y a un extincteur qui se déclenche automatiquement et pareil, le conducteur sur son pupitre verra une alarme sonore qui lui permettra de lancer des opérations d'évacuation. Voilà. Nous avons un système d'aide à l'exploitation qui nous permet de géolocaliser les bus, d'opérer nos manœuvres de régulation. 100% électrique avec une grande capacité de charge, ces bus pourront rouler sans risque toute une journée. La société d'exploitation a pris toutes les dispositions en installant plusieurs bornes de recharge. Donc en utilisant 80% de leur capacité de charge, les bus peuvent rouler 250 km. Il est prévu au niveau des infrastructures du BRT 3 sites de recharge. D'abord le site du dépôt de Guédiawaye qui comprend une 50aine de bornes de recharge. Et puis au niveau des pôles d'échange de Guédiawaye, Petersen et Grand Médine, nous avons également des bornes de recharge qui permettent de faire de la recharge en ligne.
l'essentiel de la recharge des bus va se faire en nocturne. Donc nous opérons entre 5h et 22h. Et une fois que les bus sont retournés sur leur site de remisage, on opère les opérations de recharge la nuit. Donc les bornes ont des puissances de 120 kW et c'est des bornes doubles qui permettent de recharger 2 bus. Ces bus vedettes du projet BRT devront se fondre dans le décor de la capitale et de sa banlieue, facilitant la mobilité aux éventuels usagers qui, on l'espère, en feront leur propriété. Voilà, donc retenez que la mise en circulation du BRT est prévue demain mercredi sur toute l'étendue de la capitale à Dakar. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué de la Sénélec sur la supposée hausse des tarifs, les précisions de Sénélec. Depuis quelques jours, une information sur une prétendue augmentation des prix de l'électricité qui concernerait le secteur de la boulangerie est relayée dans les médias. Sénélec informe qu'au Sénégal, les prix de l'électricité ne sont pas fixés en fonction du secteur d'activité des clients, mais selon l'usage, qu'il soit domestique ou professionnel, et la puissance des appareils à faire fonctionner. Aussi, depuis le mois de décembre 2023, avec la décision numéro 2023-28 de la Commission de régulation du secteur de l'énergie CRSE qui actait la suppression du prix de la 3e tranche du Woyofal, la grille tarifaire n'a fait l'objet d'aucune modification. Les agences commerciales de Sénélec sont ouvertes à tous nos clients désirant obtenir plus d'informations sur leur tarification. La mairie de Ziguinchor a entrepris des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures socio-économiques, voiries urbaines, marchés, salles de classe, structures de santé. La commune a bénéficié d'une enveloppe de plus d'1 milliard de francs CFA du PACASEN. Mariam Bangoura. L'équipe municipale de Ziguinchor a effectué une visite de chantier dont le marché Grand Dakar, la maison des jeunes de Kansaoudi et l'école franco-arabe de Lindiane. Le maire se réjouit de l'état d'avancement des travaux. Nous avons démarré la visite au niveau du marché Mariam Djidou, où les travaux ont commencé. Nous sommes au niveau de Santiaba pour la visite de la voirie. Là aussi, il y a beaucoup d'espoir. On a parlé à l'entrepreneur qui est là. En tout cas, il nous rassure. Ces chantiers sont des doléances des populations de la commune de Ziguinchor. La municipalité s'active à les réaliser. Le marché était dans un état de délabrement avancé et que c'était une nécessité pour que ce marché-là soit, en tout cas, réfectionné. Le deuxième adjoint au maire revient sur d'autres chantiers déjà livrés, avec l'aide du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal. C'est des chantiers qui sont financés par le PACASEN et que la mairie est en train de dérouler actuellement. Donc il y a également le logement de la sage-femme de Colette Senghor, qui a été une vieille doléance des populations que la mairie a réalisée aujourd'hui et que donc la sage-femme a déjà rejoint, ce qui permet aux populations de Bokot et les environs de pouvoir, même la nuit, solliciter la sage-femme dans l'urgence. Ces chantiers sont financés à hauteur de 1,4 milliard de nos francs par le PACASEN. La voirie et la réhabilitation du marché constituent une priorité pour la mairie avec l'approche de l'hivernage. Voilà donc le financement du PACASEN destiné aux infrastructures de la mairie de Ziguinchor. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous rejoins pour le Wolof.